Le Lefebvre de Batiscan. Chapitre 34. La moutarde, ça monte au nez. Le moine s'était pris d'amitié avec Gabriel Dieulattaille. Le jeune Canadien s'était déjà illustré dans plusieurs combats et aventures de toutes sortes avec ses frères, dont d'Iberville, qui était déjà très renommé. Les deux jeunes gens s'échangèrent des épisodes de leurs aventures respectives au cours de la journée. C'est alors que Sainte-Hélène lui fit visiter la défense du rempart de la ville. Au milieu du parapet, Lataille remarqua deux canons, entre autres, placés côte à côte, visant directement le fleuve devant Québec. Le lendemain, on entendit parler de la déconfiture qu'avaient subie 150 miliciens de Phipps lors d'une tentative de débarquement à la rivière Ouelle. Pierre de Francheville, curé du village, avait rassemblé 30 de ses ouailles, s'était armé de son fusil, comme les autres, et avait aspergé de plomb bien placé les Bostonnais qui faisaient volte-face avant même de débarquer. Ils venaient pour voler des vivres et étaient repartis avec quelques balles gratuites. Toute la ville de Québec rigolait encore lorsque les 4 plus imposants navires de Phipps apparurent devant Québec. La rigolade menaçait de perdurer. Aussitôt ancré, Phipps délègue un major nommé Thomas Savage présenter un ultimatum à Frontenac. On couvrit la tête du délégué à son arrivée au port et on le conduisit devant le gouverneur. Lorsqu'on lui enleva sa capuche, le major, le chapeau de travers aussi rouge que son uniforme, n'était pas de la meilleure humeur qui soit. Il sortit une montre ostensiblement de sa poche et regarda Frontenac avec un dédain agressif, récitant. « Monsieur, nous, William Phipps, major général de Sa Majesté, au nom du roi Guillaume III d'Angleterre, vous sommons de rendre la ville dans un délai d'1 heure à partir de cet instant. » Et il tourna sa montre vers Frontenac. Les autres officiers crurent que Frontenac allait mourir d'apoplexie. Le vieux gouverneur cramoisi parvint cependant à se contenir et répliqua d'une voix de stentor. « Je ne reconnais pas votre roi Guillaume, qui n'est autre chose qu'un usurpateur qui a violé les droits les plus sacrés du sang, en voulant détrôner Jacques II, son beau-père. Quant à votre foutu général, major ou pas, qu'il sache que la réponse qu'il recevra aussitôt que vous remettrez les pieds sur son navire sera seule donnée par la bouche de mes canons. Cela lui apprendra les bonnes manières à cet éleveur de moutons. Car, ajouta-t-il en montant le ton d'un octave, sachez que ce n'est pas de la sorte qu'on traite un homme tel que moi, monsieur. Et quand bien même je voudrais me rendre, tous ces braves officiers que vous voyez vous entourer n'y consentiraient pas. Messieurs, rembarquez-moi ce type dans sa chaloupe avant que je l'explose! Hurla-t-il. 2 officiers replacèrent la cagoule sur l'envoyé et le firent sortir précipitamment du bureau. Un officier dit à l'autre, « Ce Bostonnais a échappé belle, à mon avis. » « À qui le dis-tu? » répondit l'autre. On entendit Frontenac hurler, « Le moine de Sainte-Hélène, venez ici! » Monsieur, baissant le ton pour s'adresser à son officier, il donna l'ordre, « Sainte-Hélène, courez à votre canon et placez-moi un boulet dans l'échelle qui servira à cet imbécile de monter sur le navire de Phipps, aussitôt qu'il mettra les pieds sur le pont. Allez! » Le moine se retourna et fit signe à Lataille de le suivre. Tout en courant vers le rempart, il demanda, « On va voir si t'es aussi habile qu'on le dit avec un canon. Peux-tu te charger de l'échelle? Je voudrais plutôt couper le mât du navire qui porte le drapeau d'Angleterre. »« Aucun problème, » lui répondit Gabriel courant à son côté. Arrivé au canon, chacun donna ses directives pour viser son objectif. Le Bostonnais se faisait attendre parce qu'on le promenait ainsi cagoulé à travers la ville sous les rires et les quolibets des Québécois.
Gabriel gardait l'œil sur le Bostonnais qu'il venait d'apercevoir dans sa chaloupe. Il mit le feu à la mèche de son canon au moment même où l'Anglais posait le pied sur la dernière marche du haut de l'échelle. La distance à être parcourue par le boulet lui donnait suffisamment le temps d'atteindre le pont et, comme Frontenac avait bien spécifié, au moment où il mettait le pied sur le pont. Au bruit du canon, l'ordonnance sauta littéralement 2 pieds à l'intérieur de la rambarde et le boulet fit voler les dernières marches de l'échelle en 1000 miettes. « Bravo la taille! À mon tour! » cria le moine et alluma sa mèche. Frontenac, debout à sa fenêtre, se claqua les cuisses en éclatant de rire. « Bravo Sainte-Hélène! » rugit-il, et il entendit le 2e coup de canon. Étonné, il porta son regard sur le navire anglais au moment même où la hune du grand mât était sectionnée en 2. Il vit le perroquet arborant le drapeau anglais tomber dans le fleuve. Les Anglais durent couper les cordages retenant le mât et le drapeau partis à volo vers la rive nord du fleuve. « Quel coup de maître! » s'écria Frontenac. « 10 louis d'or aux 2 responsables de ces tirs! » annonça-t-il. « Allez me les chercher, et vite! » Un officier revint rapidement pour annoncer « Votre Seigneurie, les 2 responsables sont le moine et la taille. J'ai laissé la consigne de les envoyer vers vous aussitôt revenus. »« Où sont-ils allés, corne du pape? » s'exclama-t-il. « On m'a dit qu'ils étaient partis repêcher le drapeau anglais, monsieur le gouverneur. »« Ah, ah, mais ces 2 lascars sont vraiment de mon genre d'étoffe, » dit Frontenac en se frottant les mains. « Vous allez avoir fichtrement chaud, messieurs les Anglais, c'est Frontenac qui vous le promet. » Le bonhomme semblait rajeuni de 10 ans, ce qui lui en laissait 58. On installa le drapeau ennemi en montre à l'intérieur de la forteresse. Le lendemain, les renforts de Montréal arrivèrent avec M. de Calière, de sorte que le moine, Cabanac, Chapte de la Corne, Bourchemin et la Taille furent regroupés à Beauport. La soirée aurait pu être mémorable, mais on l'oublia rapidement suite à l'événement du lendemain, celui du 18 octobre 1690. Phipps faisait bombarder Québec sans résultat pendant qu'il envoyait une troupe de miliciens tenter un débarquement, justement, simple coïncidence, à Beauport. Nos 5 amis se joignirent aux Canadiens regroupés autour de Villelieu, bien camouflés dans les fardoches. On laissa le temps aux Bostonnais de débarquer 5 canons qu'ils enlisèrent dans la boue au bord du fleuve avant de passer à l'attaque. Une première salve en coucha une bonne partie dans l'eau et fit perdre la tête aux autres. Et ce n'est pas en voyant déferler sur eux la troupe de Canadiens hurlant comme des forcenés, brandissant fusils, tomahawks et couteaux de chasse, qui les aidèrent à retrouver leur esprit. Les Orions tombaient de rue et les Bostonnais couraient comme des poules pas de tête, qui vers la gauche, qui vers la droite, qui vers le large en poussant leurs chaloupes, ou encore d'autres tombant en la renverse devant la vague de débridés qui leur tombait dessus à bras raccourcis. Les rapières de nos 5 épéistes, courant dans le flot déchaîné, frappaient de taille et de stock les visiteurs de la Nouvelle-Angleterre. La réception fut tellement chaleureuse qu'ils en oublièrent sur place leurs 5 canons. Ou peut-être était-ce une marque de gratitude envers les Canadiens pour avoir appliqué autant d'énergie à les aider à se rembarquer et rejoindre leur navire. Un point noir à cette histoire. 2 jours plus tard, Jacques Lemoine de Sainte-Hélène est blessé à une jambe par une arme à feu. Blessure mineure, mais où s'installe la gangrène parce qu'il refuse de la soigner. Il mourut quelques jours plus tard à l'Hôtel-Dieu de Québec. Phipps, complètement dégoûté du genre de réception qu'il avait reçu à Québec, accepta un échange de prisonniers avant de repartir avec le courant sous les saluts amicaux des Canadiens et Canadiennes le long de la rive du majestueux fleuve Saint-Laurent. Louise Duclos serait satisfaite, les cornichons
était bouté hors de son pays et Gabriel n'avait pas une égratignure. Chapitre 35. Enfin, un bébé. Le 2 mars 1691, dans la soirée, Jeanne Cerisier bénéficia d'une autre promenade en traîneau à chien menée à vive allure sur la piste menant chez Gabriel. Louise était reprise de contraction. La délivrance approchait. Cette fois-ci, Onadeyou l'Algonquine l'accompagnait sous sa demande express dans le traîneau qui suivait, conduit par Joseph. L'accouchement se fit sans aucun problème, et Gabriel, après avoir reçu sa première fille dans ses bras, vint la déposer sur l'épaule de la jeune mère, sa merveilleuse épouse, Louise Duclos. La jeune maman ne pouvait arracher ses yeux de la jolie pouponne qui avait crié énergiquement sa rébellion devant un changement drastique sur sa condition antérieure. Elle s'était vite calmée quand la grand-mère l'avait enveloppée d'une couverture chaude et donnée à Onadeyou pour la laver dans l'eau tiède préparée à cet effet. Gabriel s'était aussitôt penché sur sa fille pour vérifier les doigts, les orteils, et remarqua que la petite avait déjà des cheveux. Couché dans les bras de sa mère, l'enfant tétait allègrement, ce qui signalait une excellente santé. Ce fut long avant que Louise permit qu'on lui enlève sa fille pour la coucher dans son berceau placé à son côté près du lit. Elle accepta seulement lorsqu'on lui expliqua le danger d'étouffer la petite, si jamais elle-même s'endormait et se retournait dans le lit sur l'enfant. Le bébé fut emmitouflé dans le berceau, et Gabriel prit la décision de se réveiller et faire du feu aussitôt que l'air de la maison deviendrait trop frisquet. Il ne savait pas encore que le bébé se réveillait à toutes les 3 ou 4 heures pour cet été. Comme c'était la coutume à l'époque, Jeanne Cerisier voulut emmailloter en enserrant les bras et les jambes du bébé. Onadeyou s'y opposa avec insistance et force gestuelle. La grand-mère demanda à Joseph « Mais qu'est-ce qu'elle dit ?» Joseph, retirant la pipe de sa bouche, dit seulement « Bébé pas mort doit pouvoir bouger. » La grand-mère capitula et la pouponne fut emmaillotée avec les bras et les jambes libres sous la couverture de lièvre tressé apportée en cadeau par l'Indienne. Le couple algonquin retourna chez lui et Gabriel laissa à Jeanne sa place dans le lit, lui-même somnolent dans sa berceuse, s'assurant que le feu soit assez constant. La grand-mère resta toute la journée du lendemain, de sorte que Gabriel put aller relever ses pièges et accomplir les différents travaux qu'il ferait seul pendant quelques jours où sa femme récupérerait. Nicolas, frère de Louise, fut choisi comme parrain et la marraine fut Marguerite Désy, dit Monplaisir, qui donna son prénom à la petite Lefèvre. Marguerite était la belle-sœur de Beauchemin. Un mois plus tard, la routine de la maisonnée était sous contrôle et Gabriel put s'occuper du poste de traite avec Mathurin. Au début du mois de mai, leur équipement était déjà épuisé et la récolte s'avérait très satisfaisante. On prépara les ballots et le voyage vers Firepower. Gabriel demanda à Onadeyou d'aménager chez lui pendant son absence. De retour, début juin, le pactole s'était élevé à 4258 livres, dont 1500 livres serviraient à remplir les canaux d'articles pour la saison suivante. Chacun des associés rapportait en poche autour de 890 livres, ce qui s'ajouta à la cassette secrète chez les Lefèvre Duclos. Gabriel avait appris à Albany que les Anglais payaient pour les scalps indiens. Un soldat recevait 10 louis, un volontaire en recevait 20 et un chasseur spécialisé recevait 50 louis par scalp. Cette dernière profession allait durer jusqu'en 1890 aux États-Unis. On payait également en Nouvelle-France, mais 10 écus pour un Iroquois mort et 20 écus pour un prisonnier vivant. On ne cherchait pas le génocide.
Par contre, on commençait à brûler quelques prisonniers iroquois, ce qui mit fin rapidement à l'habitude des Iroquois de brûler leurs prisonniers français. La plupart des habitants de Batiscan avaient compris que nos coureurs de bois transigeaient à Albany, mais personne n'y voyait taire dire. Même les autorités de l'endroit faisaient en sorte de s'assurer de ne pas les surprendre durant leur trajet. Aux quelques jaloux qui leur mentionnaient ce possible trafic, ils répondaient qu'on ne parvenait pas à les intercepter, on n'a donc pas de preuves. Par contre, lorsqu'on entend des dénonciations, habituellement on enquête sur les raisons possibles qu'aurait un dénonciateur, ce qui stoppait les raconteurs à chaque fois. Le groupe s'était arrêté chez les Mohawks de Loup-Gris et Gabriel lui avait donné 3 belles couvertures de trappeurs pour lui, son épouse et celui qui parle peu. Il lui avait également remis un petit sac contenant des bidules de toutes les couleurs que les sauvages appréciaient tellement. L'Algonquin, qui était toujours du groupe, malgré qu'il fût un ennemi séculaire des Iroquois, était en parfaite sécurité quand il devenait un invité dans une tribu, ennemie ou pas. Ainsi était la loi de ces sauvages. Gabriel rapportait leurs salutations à Louise avec la promesse de Loup-Gris de venir voir sa petite papousse. À la fin août, François Duclos avait raconté à Gabriel que le 11 du mois, la prairie avait subi une attaque des Bostonnais menée par Peter Schuyler et quelques Iroquois. Ils avaient finalement été repoussés, non sans avoir fait de dommages, mais la troupe avait été interceptée et subi une bonne dégelée. Schuyler ne risquait pas d'y revenir de sitôt. François, durant ce récit, avait mentionné Claude Guillouet d'Orvilliers qui s'y était signalé. « J'ai entendu parler de lui lorsque je naviguais. Il est né à Saint-Christophe, dans les Antilles, en 1668, mais son père, Rémy Guillouet, très renommé et aimé dans la région, fut rappelé en France l'année suivant sa naissance. Plus tard, le père avec son fils revenait fréquemment dans la région parce qu'il y avait des intérêts. Je n'ai jamais rencontré puisqu'il ne revint plus après 82, m'a-t-on raconté, et je ne m'y suis rendu moi-même qu'après 85. C'est en 1682 qu'il fut muté au Canada, expliqua François. Il est retourné en France en 88, mais son fils est resté. Je pense pas qu'il va s'installer au Canada. Il ira certainement rejoindre son père éventuellement, conclut-il. Quant à la terre du couple, la truie avait donné 8 porcelets, une vache avait mis bas une belle petite tore, la brebis 2 agnelles, et la chèvre en était à 2 chevrettes et un chevreau. 3 gros chapons engraissaient dans le poulailler parmi les poules, le jardin produisait bien, et on prenait toutes sortes de poissons dans la rivière. Joseph avait fabriqué, aidé de Gabriel, un grand filet de pêche qui servait également à capturer les tourtes innombrables lors d'une certaine courte période de l'été au fond de sa prairie. De temps à autre, les dindons sauvages revenaient toujours au même endroit, ce que Gabriel ne parvenait pas à expliquer. Joseph lui avait dit quelque chose comme « Du moment qu'ils viennent ». Joseph lui avait également fait remarquer que s'il continuait à couper des arbres sur sa terre au rythme où il allait, celle-ci n'en disposerait plus dans quelques années et le gibier disparaîtrait. La plus grande nécessité de bois pour Gabriel à cette époque n'était plus que pour le chauffage. Il décida de se limiter à ramasser les arbres renversés dans la forêt pour servir de bois de chauffage. Il tirait ses arbres jusque chez lui avec son bœuf. C'était un surplus de travail qui durait environ 1 semaine. Le bois qu'il ramassait ainsi était coupé et empilé pour l'année suivante. Il brûlait toujours du bois sec dans son âtre. Il avait construit une plateforme de bois à la droite du corridor d'entrée jusqu'au coin de la maison. Cette plateforme leur servait, à lui et son épouse, à venir s'asseoir sur leur berceuse,
car il en avait fabriqué une deuxième, certains soirs d'été où il faisait relâche et contemplait le résultat de leur travail en berçant leur petite fille. C'est durant l'une de ces soirées que Gabrielle signala qu'une partie de la prairie était trop sablonneuse pour vraiment être fertile. Elle lui répondit « Tant qu'à t'en servir pour faire pousser ton tabac, ça pousse n'importe où, et ce sera une dépense de moins. » Il décida qu'il tenterait l'expérience l'année suivante. À l'hiver, Joseph lui apprit comment pêcher sous la glace avec le filet. Il le vit percer un trou, attacher le bout du filet à une perche assez longue et repercer d'autres trous à moindre distance que la longueur de la perche, ce qui lui permit d'étendre le filet. Quelle ne fut pas la surprise de Gabriel de voir Joseph commencer à retirer le filet à peine 30 minutes après l'installation. Son étonnement fut multiplié par 100 lorsqu'il aperçut que le filet était plein de poissons d'environ 6 pouces de long. Il ressemblait à de petites morues. Il dut aller chercher ses 3 chaudières et son seau de bois qui furent tous remplis. Lorsqu'ils mirent leur pêche sur la table, Louise s'écria « Les poissons de Noël sont arrivés! Vite, j'ai besoin d'un contenant. Avec le gros sel, ils sont faciles à gâter. » Louise en prépara le soir même, rôti dans la graisse d'ours. Elle demanda qu'on en pêche d'autres le lendemain. Chapitre 36 La paix ou la guerre. C'était depuis 1682 que les Iroquois s'attaquaient aux Français. Le chef le plus dangereux des Iroquois s'appelait Chaudière-Noire. Il combattait constamment les soldats français, la milice, et était l'un des rares Iroquois qui ne se privait pas de tuer les colons canadiens. Il les détestait tous. Au printemps 92, un groupe de Tsonontoan, avec la Chaudière-Noire et ses hommes, chassait au sud de la Chaudière. Ils voulaient surprendre les Français qui voyageaient de Michilimackinac à Montréal. Ils interceptèrent un groupe de coureurs de bois venant des pays d'en haut à leur approche du Long-Sault. La Chaudière-Noire les attaqua à la tête de 140 guerriers et les décima en s'emparant de leurs marchandises. Cette année-là, Gabriel et ses associés durent partir plus tard pour aller vendre leur fourrure à Albany. Louise avait donné naissance à une autre petite fille au mois de mars. Cette fois-ci, craignant les complications, le couple s'était rendu à Québec 2 semaines avant l'accouchement. Gabriel voulait les meilleurs médecins pour sa femme. On appela la petite Catherine. De retour à la maison, durant la petite convalescence, il en avait profité pour planter son tabac. Le groupe débarqua chez Firepower au milieu de juin. À son arrivée à Albany, Gabriel apprend que la ville de Salem est prise d'aliénation et qu'une chasse aux sorcières s'y déroule depuis février. La religion y faisait ses folies. Le résultat de la traite fut de 4893 livres que le marchand hollandais fut heureux de leur payer, car il avait beaucoup douté que ses fournisseurs canadiens auraient l'audace d'entreprendre le voyage sous la menace constante des Iroquois sur le sentier de la guerre. D'ailleurs, Fletcher devait arriver à Albany ces jours-ci, dit-il, pour rencontrer et parlementer avec plusieurs chefs Iroquois. Les Canadiens se rééquipèrent rapidement et prirent la direction de la tribu de Loup Gris, où Gabriel se savait en sécurité. « Oh, mon frère Gabriel est finalement venu », furent les paroles d'accueil du chef Mohawk. « Le maître de la vie peut tolérer que je sois retardé, mais ne permettra jamais que je ne rencontre pas mon frère Mohawk, » répondit Gabriel en lui serrant l'avant-bras. Les yeux de celui qui parle peu révélaient son plaisir de revoir celui qu'il considérait comme son oncle. Il lui saisit l'avant-bras énergiquement et le tint assez longtemps pour démontrer sa joie malgré son visage imperturbable. Tout le groupe de Gabriel fut accueilli avec les plus grands signes d'amitié. Loup Gris ordonna à son fils de déambuler dans le village en compagnie de Joseph l'Algonquin
pour démontrer qu'il était sous la protection du grand chef. À son retour dans la tente, où était assis tout le groupe discutant avec Lougri, celui qui parle peu rapporta à son père que la chaudière noire venait d'arriver au village et qu'il avait menacé l'Algonquin. Il s'était rapidement ravisé quand Joseph avait sorti son tomahawk orné de 4 scalps et son couteau de chasse qui en arborait 2 autres, raconta le jeune brave en souriant, ce qui était rare chez lui. « Hugh » dit Lougri, qui se leva et fit signe aux autres de le suivre. Sortant de la tente, il demanda dans quelle maison se trouvait la chaudière noire, ce qu'on lui indiqua. Relevant la pousse servant de porte, il fit signe à son fils d'entrer, suivi de Gabriel et de tous les autres, retenant l'Algonquin près de lui pendant quelques secondes. Étant assuré que le guerrier de cette longue maison comprenait maintenant qu'il allait entrer, il fit passer Joseph devant lui et pénétra dans l'abri où tous les invités attendaient debout devant leur hôte et son propre invité, la chaudière noire, assis près du feu. « Salut à toi, Carcajou rapide, et salut aussi à ton invité, la chaudière noire, » dit-il en prenant place, sans plus de cérémonie, devant le feu, en face d'eux. « Salut, grand chef, » répondit Carcajou. « Je voulais te présenter mon frère blanc canadien qui habite Batiscan, sur le grand fleuve, et ses amis, incluant l'Algonquin, qui était son frère avant que je ne le devienne. Cet Algonquin n'est pas un chef simplement parce qu'il ne le veut pas, mais c'est un des plus redoutables guerriers de sa tribu, et je suis heureux d'être devenu son frère, poursuivit-il. Il me témoigne de l'amitié en m'apportant des cadeaux. Cette fois-ci, il m'a donné une belle chaudière de métal toute neuve. Cela me peinerait beaucoup si un jour il m'apportait une chaudière toute trouée, avoua-t-il en regardant de ses yeux sombres l'invité de Carcajou. J'ai parlé, ajouta-t-il en se levant. Il se croisa les bras comme Joseph tout près de lui et fixa Chaudière Noire dans les yeux. « Mon grand frère, chef de Mohawk, est un sage, » répondit celui-ci. « Chaudière Noire n'attaquera jamais ni Batiscan, ni cet Algonquin et sa famille. Hugh, j'ai parlé. » Lorsque le groupe de Gabriel quitta le village de Lougri, Chaudière Noire était déjà parti. Mais il respecta sa parole, car il ne s'attaqua ni au groupe de Gabriel sur le chemin du retour, ni à Batiscan par la suite. Les 3 associés rapportaient autour de 1000 livres dans chacun de leurs goussets. Cependant, le 15 juillet, Chaudière Noire enlevait 3 petits Indiens et 14 habitants de Lachenay. Louis-Hector de Calière envoya à sa poursuite un corps de miliciens accompagné de 26 Indiens du Sault-Saint-Louis. La troupe le rattrapa, tua une vingtaine d'Iroquois en faisant autant de prisonniers dont la femme de Chaudière Noire et délivra 9 Canadiens et les 3 jeunes Indiens. Quant au chef Chaudière Noire, il parvint à s'enfuir en traversant la rivière à la nage. Cette attaque sur Lachenay n'était quand même pas sans raison. Elle était la conséquence d'une expédition précédente des Français. Au mois de février 1692, M. de Beaucourt, capitaine réformé, avait eu l'ordre de Frontenac de se porter vers Cataraqui avec 300 hommes composés de Français et de sauvages. Arrivé à l'île Tonatia, juste avant Cataraqui, il rencontre des chasseurs Tonontuan. Il les encercle, en tue 24 et délivre l'officier Sieur de la Plante, qui était leur prisonnier depuis 3 ans. Gabriel connaissait cette histoire puisque François de Cabanac était de la partie et la lui avait racontée. Évidemment, pour les tribus iroquoises, il était clair que de délivrer le Français n'était pas la raison du massacre des Tonontuan, car les Iroquois ne refusaient jamais de négocier le rachat d'un prisonnier.
Le but des soldats français avait été de massacrer des Iroquois, un point, un trait. Et les Iroquois n'avaient pas l'habitude de laisser un massacre impuni. Les prisonniers apprirent à Frontenac que Phipps n'avait pas abandonné le projet de prendre Québec malgré sa déconfiture. Tout au cours de l'été, venant de différentes sources en plus de celles des prisonniers iroquois, Frontenac eut vent qu'une flotte anglaise considérable ancrait dans le port de Boston. On disait qu'elle se préparait à prendre la mer pour venir attaquer Québec, pendant que 800 Iroquois et 600 Anglais se chargeraient de Montréal. Plus les annonces de cette invasion se multipliaient, plus Frontenac déployait d'énergie pour organiser la défense. Mais finalement, le tout s'avéra n'être qu'une fausse rumeur répandue par les Anglais pour cacher leur but réel, attaquer la Martinique. Leur expédition fut un échec à cause de la maladie sur les bateaux. Après avoir fait demi-tour, on avait dû jeter à la mer les corps de 1300 matelots et de 1800 soldats. À Albany, les autorités anglaises multipliaient les promesses aux Iroquois pour les empêcher de faire la paix avec les Français. Mais les rusés guerriers ne voulaient absolument pas que les Anglais deviennent les seuls maîtres du Canada. Ils tiraient trop de profit de la confrontation anglais-français et tentaient de maintenir l'équilibre entre les deux puissances européennes, puisqu'ainsi toutes les deux tentaient de se les concilier avec des cadeaux. Ils comprenaient également que si l'une des deux puissances devenait maîtresse de tout le territoire, les Iroquois seraient les suivants à passer à la moulinette. Gabriel Lefebvre, dit La Taille, avait récolté son tabac à l'automne pour découvrir que son terrain sablonneux lui donnait un tabac beaucoup plus clair que le tabac noir habituel. Il avait hâte qu'il soit sec pour le découper et en découvrir le goût et l'arôme. La famille ne cessa pas de fumer ce genre de tabac avant la 9e génération. Chapitre 37. Le Cicéron iroquois. L'année 1693, pour la famille Lefebvre-Duclos, se déroula sans histoire notable. Le poste de traite, cependant, démontrait une nette diminution dans la quantité de peaux de castor venant du haut de la rivière Batiscan. L'intensité du trappage commençait à se faire sentir. Les associés conclurent qu'il fallait fermer leur poste de traite après la saison de l'année suivante. Les revenus de 1693 furent d'environ 700 livres pour chacun et ceux de 94 ne s'élevèrent qu'à 550 livres individuellement. Au printemps de 94, les trois associés achetèrent chez Firepower de l'équipement de traite pour leurs besoins individuels. On dissolvait l'association. Tous étaient cependant très satisfaits des revenus substantiels que leur avait permis leur entreprise qui avait duré 4 années consécutives. Le premier fils de Gabriel naquit le 24 janvier 1694. Il se révéla, à la seconde même de sa naissance, plein d'énergie, possédant de puissants poumons et d'un caractère très combatif. Onadeyou avait eu quelques difficultés à le tenir pour le laver. Seul le sein de Louise avait pu l'arrêter de gesticuler. Les parents étaient aux anges devant ce premier garçon. On voyait également que ce petit bonhomme, si plein de vie, allait être le préféré de l'Algonquine qui admirait l'esprit ardent du bébé. Lors du baptême de l'enfant, au moment où le prêtre lui versait de l'eau sur le front, l'enfant cessa de bouger et on le vit plisser le front en fixant le curé comme pour le catapulter au fond de la sacristie. La marraine, Catherine Rivard, en fut bouche bée et le parrain Hamelin de Bourchemin, qui lui transférait son prénom Jacques-François, éclata de rire, ce qui fit redresser la tête du curé. «
Aucunement dérangé par le prélat, Beauchemin appuya son index sur le menton du bébé et déclara d'une voix haute « Je ferai de toi un homme sans peur et sans reproche. » Et le bébé le gratifia d'un sourire. Hamelin allait répéter cette promesse toute la journée à tous ceux qui l'approchèrent. Le curé offusqué se réconcilia avec Beauchemin lorsqu'à la réception chez les Lefebvre, ce dernier sortit une carafe de cognac pour célébrer son filleul. En juin 1694, Gabriel était à Montréal. Il avait amené sa femme et sa fille aînée Marguerite, maintenant âgée de 3 ans. François Duclos, avec sa femme Jeanne, les accompagnait. La famille venait en vacances pour une semaine dans la grande ville commerciale. Cet après-midi-là, on vit arriver une délégation de chefs iroquois venus pour une négociation de paix avec le gouverneur Frontenac. Le centre-ville avait été préparé et une petite estrade pour le gouverneur s'élevait devant la place. Les Iroquois s'étaient assis devant l'estrade et attendaient en fumant dignement leur calumet. On vit le vieux Frontenac s'approcher, précédé de 2 soldats qui fendaient la foule. Il reconnut Gabriel qui dépassait les autres de près d'une tête. Avec sa canne, il indiqua aux 2 soldats de s'orienter vers le coureur de bois. Passant près de lui, il lui glissa « Salut la taille! Viens me voir après la cérémonie, tu n'auras qu'à mentionner ton nom au greffier. » Et il poursuivit sa route vers l'estrade. Après s'être installé à son aise, il fit un signe d'accueil vers les Iroquois. L'un des chefs, désigné comme l'orateur en charge des négociations, se leva et prit une pose d'une dignité impressionnante. Plusieurs wampums étroits étaient recourbés sur son avant-bras gauche. Sa voix grave, portant sur toute l'étendue de la place, s'éleva avec grâce. Il présenta à Frontenac un premier wampum qu'il éleva dans sa main droite devant lui. « Mon père Onontio, dit-il, Tareha nous a assuré que si je venais ici avec 2 chefs de chaque nation, tu écouterais nos propositions et que si les affaires ne pouvaient s'accommoder, nous aurions la liberté de retourner en sûreté dans notre pays. Nous nous sommes rendus à ton invitation et nous voici sur ta natte pour te parler de paix. Au nom des 5 nations iroquoises et de nos frères, Grande Flèche et Pierre Schuler, commandant d'Orange, tes prédécesseurs, permets-moi de le dire, ont donné occasion à la guerre. Ils ont traité trop rudement tes enfants, qui se sont impatientés, ont perdu la tête et ont fait des coups regrettables. Aujourd'hui, la paix m'amène ici, et pour te prouver que je la demande sincèrement, j'ai pris la hache que j'avais donnée à mes alliés. Ils ne la reprendront plus, parce qu'ils ont appris à m'obéir. Je ne sais pas si les tiens t'obéiront aussi volontiers. Onontio, père des Iroquois, c'est à toi que nous parlons. Nous te présentons ce collier pour t'informer que nous avons adopté comme nos enfants Longueuil et Maricourt à la place d'Ongueza, leur père, et qu'en même temps nous avons pris Lebert pour notre frère. Nous les prions d'être pour nous ce qu'était leur père et d'inviter Onontio à la paix. Ils n'auront rien à craindre quand ils viendront de ta part à Onontague. Et il déposa cérémonieusement le wampum devant lui sur une natte de peau de cerf. Il en prit un autre sur son bras gauche et continua en le présentant vers des Iroquois qui se tenaient à l'écart. « Et vous, Garnawaga et Ganayus, Ganasadaga, que j'appelais autrefois Iroquois, mais qui maintenant priez Dieu et êtes devenus les enfants d'Onontio. Vous nous connaissez, vous savez quelles sont nos coutumes. Entretenez la paix des 2 côtés et arrêtez tous les sujets de brouillerie. »
Nous nous sommes fait la guerre, oubliez le passé comme nous l'oublions. Obéissez à Onontio, qui veut la paix. Sinon, le maître de la vie vous punira encore plus sévèrement que nous, vous qui appartenez à la prière. » Ce deuxième wampum rejoignit le premier sur la natte devant lui. Un troisième dans la main, il enchaîna. « Onontio, je te parle au nom des 5 nations. Tu as mangé nos capitaines, il ne nous en reste presque plus. Je devrais en garder du ressentiment. Par ce collier, je te dis que nous les oublions, et pour te prouver que je te dis la vérité, nous cachons notre hache sous terre, pour qu'on ne la voie plus. Nous ne songerons plus aux morts, afin de conserver ceux qui sont encore en vie. La terre est toute couverte de sang jusqu'à Tacaraqui, et surtout autour du fort de ce lieu. Nous retournerons la terre devant le fort, et nous effacerons toutes les traces de sang. Nous nettoierons la haine de ce fort, afin que nous puissions y traiter de la paix avec notre Père et nous y rencontrer avec lui comme nous le faisions par le passé. Le chemin de la paix avait disparu, obstrué par les broussailles. Les rivières n'étaient plus navigables, les sentiers étaient embarrassés. Que le chemin soit libre jusqu'à Onontare. Je l'ouvre et le rends facile par ce collier, afin que notre Père, quand il voudra nous manifester sa volonté, puisse le faire en sécurité. Ceux qui viendront de sa part seront bien reçus, et par ce collier je prépare une natte à Onontare, où le grand feu du conseil est allumé. Nous étions tous dans la nuit. On ne voyait plus le jour, tant les brouillards étaient épais. Je rattache le soleil au-dessus de nos têtes afin de dissiper tous les nuages, et pour que nous puissions les regarder et jouir à l'avenir de la douce lumière de la paix. » Le troisième wampum, que les Blancs appelaient porcelaine, reposait maintenant à ses pieds. Il ajouta en élevant le quatrième. « Pour te prouver, mon père, que je suis sincère quand je viens te demander la paix, je t'amène 2 de tes neveux français et une femme qui appartient au village de la montagne. Je ne te demande pas de renvoyer nos frères qui sont chez toi, mais si quelqu'un d'entre eux veut revenir dans nos villages, ne les arrête pas. Je t'en prie, ne garde que ceux qui voudront rester. De notre côté, nous renverrons de nos villages tous les prisonniers qui souhaiteront revenir parmi les tiens. » Tegani Sorens a parlé. Et le dernier wampum fut déposé aussi cérémonieusement que les autres en offrande devant Frontenac. L'orateur se rassit sur sa natte. C'était la première fois que Gabriel entendait un discours de la part d'un supposé sauvage. Il en était médusé. Jamais il n'avait entendu un plaidoyer pour la paix aussi bien structuré et délivré avec une telle dignité. Il n'était pas étonné comme la plupart de la qualité de mémorisation ou d'improvisation que semblait démontrer l'orateur, puisqu'il savait pertinemment qu'on pouvait lire les wampums. Il avait compris que les 4 porcelaines dont s'était servi l'Iroquois étaient des aides-mémoires et que c'était pour les lire qu'il les présentait devant lui avec autant d'ostentation. Mais la performance n'en était pas moindre pour autant. Ce sauvage donnait une leçon oratoire incomparable à tous les auditeurs présents. Heureusement que la tradition des sauvages ne demandait pas à Frontenac de répondre le jour même, car la différence de qualité oratoire aurait été trop flagrante. Les Indiens avaient depuis longtemps prévu dans leur tradition la possibilité d'offenser celui qui ne pourrait pas égaler une prestation orale qui lui était adressée, de sorte que selon les règles de la diplomatie sauvage, on ne devait jamais répondre tout de suite à un exposé. 3 jours étaient alloués pour réfléchir sur la proposition avant de fournir une réponse. « Mon cher Lataille,
s'écria Frontenac lorsque la porte de son bureau s'ouvrit sur Gabriel, accompagné de Louise et de la petite Marguerite. S'inclinant gracieusement devant la jeune femme, il remarqua la qualité de la révérence qu'elle lui adressa et sourit de l'imitation reproduite par la fillette de 3 ans. « Et voici la gracieuse épouse de Sieur Lefebvre, dit la Taille, ainsi que sa fille, la courtoise et jolie demoiselle qui me sourit si gentiment. Madame, mademoiselle, ajouta-t-il en saluant une 2e fois, si vous voulez bien tous prendre place, continua-t-il en désignant les chaises et le fauteuil dans la partie salon de son bureau. Eh bien, la Taille, que penses-tu de nos Iroquois? Ils attirent certainement la confiance, répondit Gabriel. C'est exactement le but visé par leur verbillage déclamatoire, mais il ne faut pas s'y laisser prendre. Ce sont des barbares sanguinaires sournois, à la parole desquels nous ne pouvons pas nous fier. Le visage de Louise s'empourpra. Monsieur Frontenac, nous avons de très bons amis Mohawks qui sont de parfaits hommes d'honneur et qui pourraient en remontrer à plusieurs Français de ma connaissance, dit-elle avec résolution. La Taille, je vois que tu as trouvé une épouse digne de ton propre caractère, dit Frontenac. Je t'en félicite. Madame, vous avez probablement parfaitement raison. Il s'en trouve certainement parmi eux qui sont d'excellentes personnes. Ce sont les chefs dont je parle. L'un des amis dont moi je vous parle, renchérit Louise sans se démonter, est un grand chef Mohawk, monsieur. Sachez qu'il a promis, il y a 4 ans, à son frère de sang, que les Iroquois n'attaqueraient jamais Batiscan. Et jusqu'ici, sa promesse a tenu. Les habitants de Batiscan sont en parfaite sécurité depuis. Devant la conviction démontrée par la jeune Canadienne, Frontenac en oublia son propre mauvais caractère. « Et qui est ce frère de sang de Mohawk, dites-moi? »« C'est moi, monsieur, » répondit la Taille. « Vous, pour la Taille? » s'étonna le gouverneur. « Moi, monsieur, » répéta le coureur de bois. « Et je dois dire que Lougri est l'homme le plus digne de confiance que je connaisse. »« murmura Frontenac. « Les Iroquois attaquent nos villages depuis 10 ans, et vous me dites qu'ils sont des hommes d'honneur, méritant notre confiance. J'ai de la difficulté à le croire. »« Gouverneur, vous attaquez les Iroquois depuis 80 ans. Est-ce que cela fait de vous des hommes sans honneur qui ne méritent pas la confiance? » Toujours le même point efficace pour défendre vos positions, la Taille, qu'elles soient de votre rapière ou de votre langue. J'ai toujours apprécié votre franchise. Alors dites-moi, selon vous, quelle est la position des Iroquois face à notre politique? Continua Frontenac. Elle est la même que vous adopteriez si vous étiez dans leur situation, monsieur le gouverneur. Et Gabriel commença à élaborer selon la version qu'il avait entendue de la part de Lougri. Frontenac l'écoutait attentivement, le menton soutenu par les doigts de sa main, le coude sur l'appui-bras de son fauteuil. Lorsqu'il eut terminé, le gouverneur le remercia de lui avoir présenté un aspect qui considérait la position des Iroquois entre les puissances françaises et anglaises. Il ajouta qu'il allait en tenir compte pour préparer sa réponse qu'il voulait livrer le lendemain même, sans attendre les 3 jours habituels. Il voulait éviter la présence trop longue des Iroquois dans sa ville. Les Lefebvre prirent congé du gouverneur et allèrent rejoindre les autres membres de leur famille. Ils le trouvèrent sur la place centrale en train de discuter avec certains Iroquois connus de François Duclos. 3 jours plus tard, arrivés près de Sorel, les 2 canots des Batiscanais se séparaient de la flotte iroquoise qui entreprit de remonter le Richelieu. La rencontre de Gabriel avec Frontenac avait renforcé l'opinion du gouverneur que les Bostonnais étaient les vrais responsables des attaques des Iroquois. Il entreprit d'attaquer le colon anglais. Il envoie Claude-Sébastien de Villieux attaquer Oyster River le 18 juillet.
il est assisté de 250 Abénaquis. Une centaine de colons anglais sont massacrés et 60 sont faits prisonniers. La plupart sont des femmes et des enfants, dont la jeune Mercy Adams, qui sera rachetée des Indiens par le commandant du fort Saint-François, Antoine Plagnol, qui l'adopte. Entre-temps, durant la même année, François de Cabannac eut maille à partir avec Monseigneur de Saint-Vallier sur un sujet d'infidélité conjugale dont se mêla Hamelin de Bourchemin. Frontenac dut intervenir et Monseigneur de Saint-Vallier fut rappelé en France pour s'expliquer. L'incident vira en queue de poisson. Chapitre 38. Les vrais pays d'en haut. Malgré les efforts de Frontenac et certains chefs pour établir la paix avec les 5 nations, les tergiversations s'éternisaient et le gouverneur en soupçonnait la raison. Fletcher, à Albany, ne cessait d'abreuver les Iroquois de toutes sortes de promesses. Une bonne journée, il annonça que toutes les colonies de Nouvelle-Angleterre allaient s'unir pour faire la guerre aux Français du Canada. C'était la première fois que les Iroquois recevaient une assurance de n'être pas seuls à combattre. C'est cette annonce qui les décida de cesser les négociations et reprendre la hache de guerre. Ils réapparurent autour des villages canadiens pour exercer leur brigandage habituel en attendant la grande offensive des Bostonnais. Frontenac leva promptement 110 hommes dans le gouvernement de Québec et celui des Trois-Rivières, avec lequel il se mit en route. À Montréal, il réunit 36 officiers, 50 miliciens, 200 soldats et 200 sauvages, avec à leur tête le chevalier de Crissacy. Les préparatifs se firent avec une diligence incroyable, et avant la fin du mois de juillet, le convoi était en marche. 8 jours plus tard, le fort de Cataraqui était sécurisé et en position de défendre toute incursion vers la vallée du Saint-Laurent. Ce fort s'élevait au centre même du terrain de chasse des Iroquois. Une bande approcha de Boucherville et fut dispersée par des volontaires canadiens menés par Olivier Morel de la Durantaye. Les Iroquois laissaient sur place leurs morts et leurs blessés. C'est à l'été 1695 que Gabriel eut sa première expérience des Grands Lacs dans les pays d'en haut. Lui, son beau-frère Nicolas, Mathurin Cadotte et François, son autre beau-frère âgé maintenant de 20 ans, partirent à la fin de juillet pour le lac Ontario. Dans leurs 2 canots, on trouvait le nécessaire pour une course de traite. Il était tard dans la saison pour entreprendre le voyage, mais Gabriel n'avait pas voulu partir avant la naissance et le baptême de sa 3e fille, Madeleine, qu'il fit baptiser le 20 juillet. Le départ tardif avait eu l'avantage que personne n'avait porté attention à l'équipement dans les canots, qui, en grande partie, venaient d'Albany. Lors de sa visite à Lougri l'année précédente, Gabriel s'était entendu pour le rencontrer sur la rivière Oswego qui se jetait dans le lac Ontario. Celui-ci lui avait promis de lui rameuter tous les Iroquois qu'il connaissait de la région pour traiter avec lui. Lorsque les 2 canots glissèrent dans l'embouchure de la rivière, Gabriel découvrit un grand campement indien installé en retrait suffisamment éloigné du lac lui-même. Lougri avait passé 2 mois à parcourir la région, promettant aux Iroquois de les faire traiter avec celui qui parle avec le maître de la vie. Gabriel en était à sa 2e veste de daim sur laquelle Louise avait transféré les wampum. On disposa de l'équipement des 2 canots en moins de 2 semaines. Gabriel récompensa Lougri avec l'un des tout nouveaux fusils de Tulé qui venait d'apparaître en Nouvelle-France et qu'il avait acheté pour son frère de sang. Le Sauvage promirent de revenir sur le site l'année suivante. Gabriel suivit Lougri qui retournait chez lui pour se rendre à Albany. Il s'établissait de cette façon une piste personnelle pour faire sa traite. Le résultat du commerce de cette année-là se chiffra à 6238 livres. On cotisa 450 livres chacun pour acheter l'équipement pour l'année suivante,
et on revint à Batiscan par le Richelieu avec environ 1000 livres en poche de chacun des traiteurs. L'année suivante, la rencontre se fit au printemps. Gabriel fut de retour chez lui à la fin juin. C'est alors qu'il apprit que Frontenac planifiait une attaque sur Oswego pour le mois d'août. Il était heureux que sa traite soit terminée et que les Iroquois avaient dû déjà quitter le camp temporaire qui lui servait de lieu pour sa traite. C'est d'ailleurs ce qui transpira du compte-rendu officiel de l'attaque des forces de Frontenac. En août, on avait trouvé des villages abandonnés que les soldats dirent incendiés par les Iroquois avant leur fuite. Les Français avaient ensuite, supposément, détruit pendant 3 jours des récoltes que Gabriel n'avait jamais vues sur place. En fait, l'expédition s'était arrêtée au camp de traite au lieu de se rendre jusqu'au lac Onondaga, là où vivaient les Iroquois Onontaga. Son camp de traite avait sauvé la vie à une tribu iroquoise. Encore une fois, Gabriel constatait que l'homme ne peut jamais planifier ce que autre chose que les sauvages appelaient le maître de la vie n'a pas endossé. Il se mit à réfléchir à la coïncidence qui faisait que le maître de la vie s'était servi de lui pour sauver ses Iroquois. Est-ce que l'Algonquin Joseph avait raison de croire qu'il était en relation avec cette autre chose? Si la réponse était oui, il n'en était certainement pas conscient. On répéta ce voyage de traite pendant les 6 années suivantes et avec à peu près les mêmes résultats. Entre-temps, la famille Lefebvre-Duclos s'était agrandie de 3 fils additionnels, Antoine, Joseph et Charles Gabriel. En 1697, Gabriel décida d'acheter une propriété à Bécancour, en face de Trois-Rivières. Il apprit qu'Aubin-Mondou voulait vendre une concession de 3 arpents. Il le rencontra et finalisa l'achat. Il dut la faire ratifier par la suite, après le décès de Mondou, par son épouse Madeleine Provencher. La ratification fut faite chez le notaire Jean Cusson le 13 mars 1697. 1701 fut l'année de la signature de la Grande Paix de Montréal, principalement réussie à cause du coureur de bois diplomate Jean-Baptiste Nicolas Perrot. Les autorités françaises pouvaient maintenant reprendre leur exploration et leur implantation avec la permission des sauvages qu'ils ne manquaient pas d'obtenir avant de s'installer. Cadillac se rend au Grand Lac et fonde Détroit, et les différents postes reprennent la traite de fourrure. Plusieurs Canadiens allèrent renforcer les établissements existants de l'Illinois. Ce traité de la Grande Paix de Montréal est encore aujourd'hui, en 2015, valide aux yeux des Amérindiens. La considération qu'obtiennent les Indiens à l'époque de la Nouvelle-France jusqu'en Louisiane est unique dans l'histoire nord-américaine, et ce, principalement parce que des liens d'amitié et de fraternité importants existaient depuis les tout débuts de la colonie entre les coureurs de bois et les Autochtones. Cette réalité fut effacée par les historiens britanniques et états-uniens. Quant à l'histoire enseignée au Québec, berceau de ces Canadiens nord-américains, le clergé passa sous silence le fait que la majorité des habitants étaient des coureurs de bois, laissant entendre que ces coureurs de bois étaient dévergondés. En fait, lorsque l'un d'eux prenait une épouse indienne, il la gardait comme sa femme. Ce n'est qu'après la conquête que les Anglais se comportaient différemment. Nos propres historiens n'ont souligné que l'image de colons s'éreintant à défricher leurs terres, comme s'ils étaient capables de se nourrir des souches qu'ils arrachaient au sol de leurs prés. Ils mentionnent le taux d'essence et rente comme étant difficilement rencontré par les colons quand ces déboursés ne représentaient pas 5% de leurs revenus. En réalité, cette époque fut moins difficile que celle de la colonisation du curé Labelle. Il ne parle pas de la mentalité des habitants canadiens qui était loin d'être celle de brebis dociles.
Ils étaient plutôt des boucs dont il fallait se méfier des coups de bélier. Ils décrivirent les famines qui frappaient les colons sans spécifier que ces famines se limitaient aux habitants des villes de Québec et moindrement de Montréal. Les habitants même qui vivaient au crochet ou au service des autorités en place. L'habitant des régions ne pouvait pas subir de famine. Sa survie se trouvait dans l'eau, devant sa maison ou dans la forêt, derrière sa grange. Il avait son maraîcher pour lui fournir du luxe et cultivait le blé froment. Il avait développé également une économie parallèle à l'officielle dans le domaine de la traite des fourrures. Lorsque l'histoire raconte qu'à cette époque, les fourrures servaient de monnaie d'échange parmi la population, on apporte la preuve de l'existence de cette économie parallèle. On évite cependant de la souligner pour ne pas approfondir la provenance de ces fourrures. Elles n'étaient certainement pas gracieusement distribuées par les autorités françaises. François Duclos et Jeanne Cerisier, vu leur âge, ne quittaient plus beaucoup leur maison. C'était plutôt Charles, le plus jeune fils de la famille, âgé de 18 ans, qui apparaissait à l'improviste chez Gabriel. « Salut, ma sœur, » dit-il en rentrant dans la maison. « Je t'apporte un édredon que la mère t'envoie. Gabriel, es-tu dans le coin? »« Probablement près de la grange à faire son bois de chauffage, » répondit la grande sœur. « Viens me voir avant de repartir, j'ai un fromage que je veux que tu apportes à maman. »« Parfait. Mais si tu veux pas que j'en bouffe la moitié avant d'arriver à la maison, tu fais mieux de m'en préparer un morceau quand je reviendrai le prendre. Ce sera fait, promis. » Et le jeune homme se précipita vers la grange. Gabriel sciait des bûches de 3 pieds, aptes à brûler dans son âtre. Celles qui étaient trop grosses étaient roulées un peu plus loin. « Salut, Gabriel. »« Bonjour, Charles. Comment vont les beaux-parents? »« En pleine forme, » répondit-il, sans rien dire de plus. Il ramassa une masse et 3 coins de métal et entreprit de fendre les trop grosses bûches. Ils travaillèrent ainsi tout l'après-midi sans dire un mot, sauf lors de la pipée qu'ils se permirent au milieu de l'après-midi. Après le souper, ils s'affairèrent à piler le bois sur le côté ouest de la maison. Le côté est était déjà caché par le bois de chauffage pour l'hiver qui venait. Le travail terminé, ils entrèrent rejoindre Louise, qui préparait les enfants pour la nuit. Charles Gabriel, le bébé d'1 an, dormait déjà depuis un bon moment. « Tiens, mon frère, » lui dit Louise, « voici le morceau de fromage que je t'ai promis. Le paquet d'à côté est pour la mère. »« Non, d'une bébite, » s'écria Charles. « Tu m'as fait manger comme un défoncé lors du souper, puis là tu veux que je bouffe en plus gros morceau de fromage? » Louise attrapa une tige flexible dont elle se servait pour menacer, sans jamais les frapper, ces garçons plus que turbulents, et s'avança près de son frère. Rien nous prouvait que, lui, elle ne le frapperait pas. « Ça va, je le bouffe en cours de route, » dit-il en attrapant le fromage et le paquet. Il embrassa sa sœur sur le front. « Salut, Gabriel !» Et il traversa la porte en trombe. « Il m'a donné un fameux coup de main aujourd'hui, ton jeune frère, » remarqua Gabriel. « Il t'aime beaucoup, » dit Louise. « Tu devrais l'amener à la pêche avec toi, tu sais qu'il adore ça. »« Ça pourra se faire demain, je vais voir. » Et il attrapa sa femme et la fit asseoir sur lui dans la berceuse. « Et toi, ma belle Louise, comment vont les choses? » demanda-t-il. « Tout va de plein vent, mon chéri, » dit-elle en appuyant sa tête sur son épaule. « Quand pars-tu pour les pays d'en haut? » demanda-t-elle. « Début juillet. Je suis chanceux que personne ne se soit encore aperçu où se déroule ma réunion avec les Iroquois à la rivière Oswego. Cela ne durera plus pour très longtemps. J'ai bien peur. As-tu commencé à penser de cesser la traite des fourrures? Il y a suffisamment de travail sur notre terre pour t'occuper à plein temps. On a suffisamment d'économies dans notre cachette et les garçons commencent à avoir besoin de leur père pour parfaire leur éducation. J'attendais que tu me le proposes. Que dirais-tu que cette année soit la dernière? Demanda-t-il. Louise se releva la tête avec un grand sourire et l'embrassa. Il avait bien saisi le sens de sa réponse. Heureux, les 2 amants passèrent la demi-heure suivante à regarder mourir le feu dans le foyer.